Dans notre série sur les sites naturels remarquables de la Drôme, nous vous présentons ici un joyau de notre département, le vallon de Combaud. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos activités, ainsi que l'Office de tourisme de la Drôme. Depuis la ville antique de Die, l'accès au vallon de Combaud se fait par Châtillon en Diois. Châtillon se tient à l'entrée d'un petit monde à part, comme il en existe tant dans cette région montagneuse, où chaque vallée représente une identité culturelle et sociale unique. Châtillon marque d'ailleurs la fin d'une influence proprement provençale dans son architecture et ses activités, avant de poursuivre en amont sur des hautes terres à l'influence plus dauphinoise. Châtillon, c'est aussi où se concentre l'histoire des âmes fortes de Jean Giono. De cette bourgade historique partent de superbes petites routes vers des cols secondaires, moins fréquentés que le col de Cabre, plus au sud. Nous prendrons celui du col de Menet, qui fut un temps le plus rapide pour rejoindre le Trièves et Grenoble. En prenant de l'altitude, après quelques premiers lacets de montagne, on traverse le village des Nonières. Un petit hôtel en est son dernier commerce, accueillant les sportifs de passage et les citadins avides de grands espaces sauvages. Les Nonières tirent probablement son nom d'un fameux monastère fondé au 8e siècle, aux portes du vallon de Combaud, par Meltride, sa première abbesse. Elle était issue de la cour de Clotaire Ier et de sa femme Radegonde. Un bien charmant village, non loin duquel, par un discret chemin, vous pouvez admirer la cascade du Sapé. Non que les cascades soient rares dans cette région, mais celle-ci est d'un accès plutôt facile et d'une hauteur respectable. La route se poursuit par le hameau de Bénévise. Après avoir quitté la route du col de Menet, si vous suivez bien les panneaux pour le vallon de Combaud, depuis Bénévise, vous avez de belles vues sur les Nonières, gentiment posées entre les montagnes. La route se fait alors bien plus étroite, alors même que vous aviez trouvé celle de Menet déjà bien réduite. Le temps de se rappeler que sur ces chemins, avant qu'ils fussent goudronnés et arrangés, connaissait la plus grande affluence de charrettes de marchandises entre le Diois et Grenoble. Une route qui vit aussi l'exode des Huguenots de la Drôme et de l'Ardèche. Après Bénévise, dernier bastion de la civilisation, nous nous dirigeons vers l'entrée du vallon de Combaud, nommé d'après le cours d'eau qui coule depuis les hauteurs du Glandas. Nous sommes alors sur une petite route vertigineuse, tout à l'honneur de ceux qui ont eu l'audace de la poursuivre jusqu'ici. En sentinelle postée sur le rebord des hauts plateaux du Vercors se tient le colossal rocher de Combaud, tout en ciselure, tracé par des millénaires d'un lent processus d'érosion. Une fois cette entrée spectaculaire dépassée, le paysage s'apaise et se transforme en une large et verdoyante vallée pastorale,
un véritable enchantement de calme et de tranquillité. La fin de la route offre un espace suffisant pour garer quelques voitures, non loin de la rafraîchissante source des prêtres, certainement une référence à la vie du monastère de nonnes mentionné précédemment et détruit par les Sarrasins, à moins que ce ne soit une référence à un quelconque ermitage. Autour de la source, comme partout ailleurs dans cette autre vallée des merveilles, le promeneur trouvera des tapis entiers de fleurs sauvages, orchidées, limodores, gentianes bleues, tulipes australes, narcisses des poètes, les trolls et autres ophrys. Avant que le soleil d'été, alors au zénith, n'abreuve le vallon de sa lumière et de sa chaleur, la neige peut s'accrocher longtemps à l'ombre du rocher de Combeau. C'est alors qu'au printemps, le vallon reprend vie, avec l'arrivée des brebis qui montent à l'alpage, avec l'excitation de jeunes filles arrivant en boîte de nuit. Nous voici sur la crête, celle qui domine le bassin de Chichiliane dans le pays du Trièves. On se tient alors sur le rebord de la Drôme pour contempler le Sud-Isère. Notre regard est immédiatement captivé par le mont Aiguille, une des 7 merveilles du Dauphiné, et berceau de l'alpinisme, puisque c'est à la fin du XVe siècle qu'un noble aventurier, sur les ordres du roi de France, part à la conquête de cet immense pilier de pierre, dont le sommet culmine à 2086 mètres. Depuis des temps immémoriaux, les hommes y ont attaché un symbole spirituel, voire sacré. Avec l'arrivée des premiers chrétiens au début du Moyen-Âge, une nouvelle légende vit le jour, plus en phase avec la nouvelle Église. On pensait alors que ce petit bout de terre, perché dans le ciel, inaccessible aux simples mortels, était un havre de paix, fréquenté par les anges. Pour preuve, il arrivait qu'on en voit voler aux abords et même se poser. En l'an de grâce 1492, le capitaine du roi, Charles VIII, mena la première expédition réussie vers le sommet, à l'aide d'échelles et de cordes. Mais quelle déception! Quand une fois sur le sommet, sur ce minuscule plateau couvert d'un tapis d'herbes et de fleurs, il ne trouva que quelques nids d'oiseaux. Plus récemment, des grimpeurs qui empruntaient une voie peu commune sont tombés sur l'entrée d'une grotte. Après plusieurs explorations successives, des spéléologues ont pu découvrir que l'intérieur du mont Aiguille est creux, occupé par d'immenses cavités. Le plus grand des mystères du mont Aiguille était ainsi à l'intérieur. Depuis le sommet du Praorzel,
À presque 1700 mètres d'altitude, le panorama laisse sans voix. Avec en toile de fond les sommets enneigés du massif des Écrins vers l'est et ceux du Dévoluy vers le sud, ainsi que le sommet du Joku. À présent, le narrateur que je suis va laisser place à la beauté des paysages. Il vous remercie de votre attention.